Processus électoral en République démocratique du Congo, la synergie des missions d'observation citoyenne des élections CIMOCEL présente un tableau très inquiétant de la rectification des erreurs matérielles. 10 morts et plusieurs blessés, c'est les bilans encore provisoires d'une attaque rebelle ce vendredi au quartier Lac-Vert à Goma, au Nord Kivu. À l'Équateur, les violons ne s'accordent toujours pas et la crise politique s'envenime alors qu'une frange composée de 9 députés provinciaux accuse les VPM à l'intérieur. Peter Kazadi et l'actuel gouverneur Bobo Boloko ainsi que la Commission électorale nationale indépendante de prendre en otage des élections. L'autre groupe composé de 12 députés a installé les bureaux définitifs ce vendredi. L'humanité tout entière a célébré ce 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Cette journée constitue une occasion pour les hommes des médias de réfléchir sur cette question qui reste encore une préoccupation majeure. Voilà pour les sommaires. Bonsoir à tous. Ouvrons ces journaux avec le Nouvelle du Front. Plus de 10 personnes ont trouvé la mort et plusieurs blessés. Vendredi au quartier Lac-Vert à Goma, c'est le triste bilan qui est encore provisoire d'une attaque des rebelles du M23 ayant ciblé un camp des déplacés de guerre. Ces attaques inquiètent les acteurs de la société civile du Nord Kivu qui demandent au gouvernement de bien se prononcer sur cette guerre qui n'est fait qu'endeuiller les civils depuis bientôt 2 ans et vu l'avancée de ces rebelles qui occupent plusieurs localités du territoire des Massissi depuis lundi dernier. Pachiko Kavundama nous fait le point. La ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, devient de plus en plus la cible des terroristes du M23. Ce vendredi 3 mai 2024, ces terroristes ont largué au moins 3 bombes dans un quartier périphérique de la ville de Goma. Le bilan provisoire dressé par des sources locales parle d'une dizaine de personnes tuées ainsi que de nombreux blessés. Cette situation est dénoncée ici par Marc Bongavo, qui est président de la société civile ville de Goma. Il y a déjà 2 mois, il y avait des bombes qui étaient larguées par le rebelle du M23 de Sac vers Mugunga. Aujourd'hui encore, il y a 3 bombes qui sont larguées dans le cas des déplacés de Mugunga. Nous enregistrons déjà 13 morts. Parmi ces morts, il y a 2 enfants, malheureusement, et des femmes. Il y a aussi autour de 30 personnes blessées. Et donc, le bilan pourrait s'alourdir dans quelques heures. Nous regrettons cet état des choses, mais nous demandons aussi, en tant que représentants de la population, que fait le gouvernement? Quelle est la position aujourd'hui du gouvernement par rapport à cette guerre? Et donc, la société civile voudrait demander au gouvernement de nous donner sa position dans cette guerre qui ne fait que, n'est-ce pas, endeuiller les populations et faire souffrir les populations tout ce temps depuis 2 ans. Notons que c'est depuis maintenant quelques jours que le combat a repris entre les forces armées de la RDC et les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Et le combat se déroule pour le moment aux alentours de la cité de Saké, située à environ 27 km de la ville de Goma. Parlons processus électoral en République démocratique du Congo. La synergie des missions d'observation citoyenne des élections CIMOCEL présente un tableau très inquiétant de la rectification des erreurs matérielles qui entacheraient les arrêts de la Cour jusqu'au scrutin indirect des sénateurs et gouverneurs de province. Pour la CIMOCEL, le processus électoral a été entaché de plusieurs irrégularités et des faits de corruption qui mettent en mal la crédibilité même de ces derniers. Dans sa déclaration globale des opérations électorales d'avril, la synergie des missions d'observation citoyenne des élections note une grande inquiétude sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, la publication à 2 visages des listes définitives des candidatures déclarées recevables et irrécevables à l'élection des sénateurs et des gouverneurs, l'installation partielle des bureaux définitifs, des assemblées provinciales, la campagne électorale ainsi que la mise en place des institutions découlant de ces scrutins. Pour la CIMOCEL, le tableau de la gouvernance électorale est sombre. Sur le plan électoral proprement dit, il y a eu cette chambre unique pour regarder les erreurs matérielles des arrêts de la Cour constitutionnelle. Et finalement, on a eu 19 cas qui posent énormément de problèmes sur les cadres du droit et sur le plan de la crédibilité de la Haute Cour. Nous avons aussi examiné la campagne électorale sur les élections
indirectes, notamment l'élection des sénateurs, l'élection des gouverneurs, vice-gouverneurs. Et nous regardons non seulement la campagne électorale, le déroulement des scrutins et même les résultats tels qu'ils auraient été donnés. Et on se rend compte qu'on est sur des opérations électorales qui sont lourdement entachées par des dénonciations, non seulement des corruptions, de trafic d'influence, mais aussi et manifestement de soudoiement. On a parlé même des séquestrations des grands électeurs. On est dans une situation très inquiétante sur la vie de la démocratie en général. Et on a l'impression qu'on va à volo et qu'il n'y a plus d'institutions pour garantir que les élections démocratiques se déroulent et que ces élections soient régulées. Plusieurs recommandations ont été ainsi faites au gouvernement, aux juges électoraux, à tous les niveaux, au Parlement, à la CENI, aux partis politiques, mais aussi aux organisations de la société civile. La justice s'est saisie du dossier de la crise politique à l'Équateur pour partager les deux camps rivaux. Le Conseil d'État a rendu son ordonnance en annulation des décisions du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Cette instance judiciaire ordonne aux seuls députés provinciaux proclamés et réhabilités par les cours et tribunaux de siéger au sein de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. C'est depuis le 24 avril que le bureau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur a introduit une requête au Conseil d'État contre les décisions du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, suspendant les plénières de cet organe au motif de troubles à l'ordre public lors de l'élection de son bureau définitif et en annulant les élections du bureau. En ce jour, le Conseil d'État vient d'annuler ces deux décisions et ordonne que seuls les députés provinciaux proclamés ou réhabilités par les causes des tribunaux peuvent siéger au sein de l'organe délibérant de l'Équateur. Pour les juges de référé liberté, la décision de Peter Kazadi est illégale en ce qu'elle viole les articles 197 de la Constitution et 15 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'administration des provinces. Par conséquent, les juges ordonnent la levée des décisions et des mesures tendant à la sauvegarde de la liberté de l'Assemblée provinciale. C'est depuis un certain temps qu'il s'observe à l'Assemblée provinciale de l'Équateur un climat malsain, entretenu par certains acteurs politiques et qui tirent des ficelles à partir de Kinshasa, allant jusqu'à bafouer les décisions et les principes sacro-saints de séparation de pouvoirs exécutifs et législatifs et surtout une atteinte grave à la liberté publique dont bénéficie cet organe. Alors que le Conseil d'État vient de se prononcer, place à l'ordre et à la quiétude au sein de cet organe délibérant. Malgré la crise, l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de l'Équateur a eu lieu ce vendredi. Le député Delcy Mat a été élu président du bureau définitif avec la majorité des voix. 12 des 21 députés qui composent la plénière ont pris part à cette réunion. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette plénière avec un quorum de 12 députés sur le 21 que compte l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Il s'agit de l'installation du bureau provisoire par le directeur administratif Mola Jean Robert, de l'étude de la pétition des désaveux initiée contre l'ancien bureau provisoire, mais aussi l'installation du bureau définitif suivi de la communication du président élu. L'honorable Makongo Abukana, président. C'est le bureau provisoire installé qui organise les élections qui portent le député Delcy Mata Delcy au perchoir de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Il est accompagné de Makongo Amokana, élu vice-président, Bozoko Manioko, rapporteur, Ambokani, rapporteur adjoint, et Clovis Elungama, questeur. J'ai à travailler pour un apaisement ici à l'Assemblée. Nous nous engageons pour rétablir l'unité et permettre que les travaux parlementaires de cette législature se déroulent dans de bonnes conditions. J'invite les collègues qui ne sont pas venus ou ceux qui sont encore contestateurs à rejoindre l'hémicycle. Il n'y aura pas d'invalidation de députés. Il n'y aura pas de règlement de compte contre nous. Nous sommes tous fils et filles de l'Équateur.
Il faut noter que le calendrier de la CENI a prévu dans moins de 3 jours, soit le 7 mai prochain, l'élection des gouverneurs et des sénateurs dans la province de l'Équateur, et ce nouveau départ, sous le signe de la paix, peut redonner espoir à la population de l'Équateur. Je le disais au sommaire, l'humanité célèbre ce 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Cette journée constitue une occasion pour les hommes et femmes des médias de réfléchir sur cette question qui reste encore une préoccupation majeure au regard de nombreux cas d'arrestation des journalistes répertoriés à travers le pays. Pour nombreux observateurs, beaucoup reste encore à faire si nous voulons promouvoir la liberté de la presse. La célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse est une occasion de faire un bilan sur la pratique du métier du journaliste en République démocratique du Congo et d'évoquer tous les éléments qui peuvent servir de blocage à l'émergence d'une presse libre. En dépit de la volonté largement exprimée par les autorités, la question de la liberté de la presse pose toujours problème. En RDC, au regard des nombreux cas d'arrestation des journalistes enregistrés ça et là, parfois pour raison d'opinion. Les cas le plus récent est celui du journaliste Stanis Boujakera, resté pendant près de 7 mois en prison, seulement pour avoir fait son travail. Le président Tshisekedi, il a dit que Stanis Boujakera a été peut-être victime d'une justice malade. Ça aussi, il faut noter qu'il l'a dit. Et il faut suivre l'évolution de ses prises de parole par rapport à ces dossiers. Donc, depuis New York, et puis il y a eu plusieurs autres interventions. Et jusqu'à ce que finalement le chef de l'État s'est rendu compte que les accusations portées contre moi, elles étaient totalement infondées et vides. La liberté de la presse est visiblement mise en mal en RDC. Et pour le scientifique et enseignant du journalisme au Boulot-Quest, la solution réside dans la volonté exprimée par les autorités et l'application des textes en vigueur. Ce qu'on suggère, c'est qu'il y ait vraiment une sorte d'adéquation entre ce qui est mis dans les lois et ce qui doit être appliqué. C'est cette adéquation, parce que certains pays sont parvenus, et pourquoi nous, on ne parviendrait pas à ce qu'on puisse respecter ce que les lois disent. Les textes existent, et les textes ne sont pas faits pour être jetés dans la poubelle, les textes sont faits pour être appliqués. Donc, pour nous, les scientifiques, c'est qu'il y ait cette adéquation entre ce qu'affirment les lois et ce qui doit se passer sur le terrain. C'est la seule solution. Célébrer chaque 3 mai de l'année, la Journée mondiale de la liberté de la presse vise à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse, mais aussi à réfléchir entre professionnels des médias sur les questions de liberté de la presse et d'éthique professionnelle. Selon le dernier rapport du journaliste en danger, GED, la RDC figure parmi les pays où les journalistes sont victimes de nombreuses agressions et menaces. Mais que faire pour parvenir à une presse réellement libre en République démocratique du Congo? À ces sujets, nous avons posé la question à Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa, que je vous propose d'écouter. Se présente depuis quelque temps dans notre pays une situation de frustration au sein de la presse nationale, qu'il soit au niveau des provinces ou ici au niveau des Kinshasa. Pourtant, les lois récemment validées, que ce soit la nouvelle loi, mais également la réglementation en matière du numérique, par exemple, laissent la possibilité à toute personne qui est gênée par une publication un droit de réponse dans le même support médiatique. Au même moment, les textes nous autorisent à donner au public, à la population, toute l'information sur l'étendue du territoire national. Les dernières mesures, notamment concernant la situation à l'Est, restreignent la liberté d'expression et empêchent la libre exploitation de ces matières par la presse nationale. Nous, en qualité de responsables des médias, nous travaillons pour que les journalistes en République démocratique du Congo fassent leur travail dans les règles de l'art. Et donc, aujourd'hui, ce travail doit se faire sans entrave parce qu'il y a une autocensure qui s'installe, il y a la peur qui s'installe, et nous encourageons les journalistes à faire le travail et nous les défendrons en chaque situation. Nous demandons à ce que les institutions, la justice de notre pays, les différentes structures qui s'intéressent à la presse laissent les journalistes faire le travail. Le journaliste a son code déontologique,
son code d'éthique à les structures d'autorégulation qui exercent ce travail. Et donc, nous ne pouvons pas nous dire République démocratique du Congo, en même temps, le cinquième pouvoir, aujourd'hui, mis à mal par certaines mesures des restrictions. Nous ne pouvons pas exposer notre pays à ces critiques permanentes sur les violations des droits de l'homme, sur les violations des droits en matière de liberté de presse, alors que ce sont des acquis depuis 1990 que le secteur médiatique a été libéralisé. On ne peut pas accepter que tout cela s'installe encore une fois. Les missions d'encadrement de l'inspection générale des finances dans les établissements et entreprises publiques du portefeuille ont fait l'objet des échanges entre l'IGF et les mandataires affiliés à l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille. Ces assises convoquées par l'ANEP ont permis aux deux parties d'élever quelques équivoques. C'est une rencontre houleuse de près de 4 heures du temps qui a donné l'opportunité aux mandataires et à l'inspection générale des finances d'évider les préoccupations des uns comme des autres. Elle s'est déroulée devant le chef de service, Jules Alingueté, qui a à son tour eu l'amabilité d'éclairer la lanterne de l'auditoire sur certaines questions. Après 2 ans d'émissions d'encadrement dans les établissements et entreprises publiques, l'inspection générale des finances prend l'option de lever ses missions dans certaines entités de l'État. Nous venons de leur annoncer dans les tout prochains jours la fin de la mission d'encadrement dans la plupart des établissements et entreprises publiques. Et aussi pour le reste du temps, nous avions essayé d'examiner des petits problèmes qui se posent de manière à ce que nous puissions ensemble donner des solutions à ça. Une nouvelle plutôt bien reçue par le secrétaire exécutif de l'ANEP, Patrick Ngoulou, qui pense que les mandataires publics ont maîtrisé les règles de la bonne gouvernance ingurgitée par l'inspection générale des finances. Après plus ou moins 2 ans d'encadrement, la plupart ont pu mettre en place des règles prudentielles de gestion. Ils ont maîtrisé les règles de bonne gouvernance. Maintenant, l'IGF a décidé de les laisser un peu évoluer seul et que le contrôle sera le contrôle a posteriori pour pouvoir leur permettre d'appliquer ce qu'ils ont pu assimiler avec l'encadrement de l'IGF. Il s'y est de relever que les missions de l'inspection générale des finances, dite la patrouille financière, ont porté de fruits surtout dans la mobilisation des recettes et ont fait preuve de la bonne gouvernance telle que édictée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'est une première à l'ISIPA. Le DG Martin Ekanda a décidé de bancariser tous les agents dans les soucis de redonner un enseignement de qualité aux étudiants. Une innovation jamais observée dans les secteurs de l'enseignement privé en République démocratique du Congo. Je pense que depuis l'existence de l'ISIPA, il y a de cela 49 ans, c'est pour la toute première fois que l'ISIPA vient de bancariser le salaire de tous les administratifs. Depuis que le PDG Martin Ekanda Odimba a pris les choses en main, il y a de cela 3 mois que tous les administratifs sont en train de toucher le salaire au niveau de la banque UBA. Et comme le 5 est tombé un certain dimanche, alors le PDG a décidé que tout le monde touche le salaire aujourd'hui, le vendredi 3 mai. Alors, nous sommes en train de dire merci à notre PDG Martin Ekanda Odimba parce que il n'y a personne qui peut dire écoutez, je suis en retard de paiement. Il y a de cela 7 mois qu'il a pris les choses en main et il y a de cela 3 mois que nous avons eu un contrat avec la banque UBA et que tout le monde touche les salaires au niveau de la banque. À l'Université pédagogique nationale, l'année doctorat 2023-2024 a été lancée jeudi à Kinshasa. L'activité avait pour thème l'organisation des études du 3e cycle face aux exigences du système licence, maîtrise et doctorat. Cette cérémonie solennelle de l'année doctorale 2023-2024 s'est déroulée dans les bâtiments nouvellement construits dans cette université. C'était devant plusieurs professeurs d'université, dont Faustin Bokenge, le chef des travaux, les assistants et les étudiants
que cette cérémonie a eu lieu, marquée sous les thèmes central, l'organisation des études du 3e cycle face aux exigences du système licence, maîtrise et doctorat en République démocratique du Congo, développé par plusieurs professeurs qui ont fait les tours du perchoir. La recherche scientifique est un indicateur de la visibilité et de la crédibilité d'une institution au niveau national et international. Juste après l'intervention du professeur Faustin Bokenge, la rectrice de l'UPN, Anastasie Massanga, a placé cette année académique sous les signes de la réforme et l'excellence. Oui, réforme veut dire relever, redresser, requalifier et innover. Des dossiers qui répondent aux critères d'être admis comme doctorant ou apprenant du 3e cycle. Si vous n'avez pas le dossier, je pense que le secrétaire général à la recherche a bien mentionné ce qu'il faut comme élément du dossier, comme critère pour être admis au 3e cycle. Donc l'IPN ne peut pas déroger à la règle. Mais on l'a dit, donc c'est d'abord, ça permet de vite combler le manque d'enseignants que nous avons, parce que le secrétaire permanent de la commission permanente des études a même élevé que le nombre d'enseignants que nous avons par rapport aux étudiants est insignifiant. Donc il y a un problème de ratio. Au moins un enseignant pour 20 apprenants. Ce lancement de l'année doctorale est une première pour l'Université pédagogique du Congo dans les cycles LMD. Bientôt, la place de l'échangeur de Kolwezi fera peau neuve. Après plusieurs mois de grands travaux d'asphaltage, l'ouvrage sera présenté au public par la gouverneure Fifi Masuka Saini. C'est sous son impulsion que bientôt les cérémonies d'inauguration seront lancées pour palper les réalisations de toutes les promesses. Quelques jours seulement après sa brillante élection à l'organe délibérant du Lualaba, les réalisations remarquables et à impact visible de la vaillante gouverneure Fifi Masuka Saini ne cessent d'impressionner les Congolais en général et le Lualabé en particulier à travers sa gestion orthodoxe. Cas de l'ouvrage emblématique de l'échangeur de Kolwezi qui tend vers sa fin de son achèvement. Les travaux d'asphaltage de cet espace de l'échangeur évoluent sans désemparés. Travaux exécutés par Muska Engineering, une entreprise à 100% lualabaise. Constat du responsable de la NGC-TV, Mardouchen Sélé, qui a effectué une descente ce vendredi 3 mai 2024. Je suis à Kolwezi, dans la province du Lualaba, la province chère à son excellence Madame Fifi Masuka Saini. Regardez derrière moi, c'est l'échangeur de Kolwezi. C'est l'œuvre de Fifi Masuka Saini, sous l'ombre du président public Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un travail bien fait, commence bien, finit bien. Là, nous sommes dans la deuxième partie, n'est-ce pas, des finissants de notre travail. Je vous présente l'asphaltage de l'échangeur de Kolwezi. Et là, nous sommes là. Et cette partie est en train d'être asphaltée par Muska Engineering, fils d'île de ce pays, Lualabé en particulier. Et voilà la qualité du travail qu'il est en train de faire. Il est en train de faire son travail. Je pense que c'est la partie qui reste pour être achevée. Et bientôt, ce serait l'inauguration de l'échangeur de Kolwezi. C'est-à-dire, c'est une infrastructure de qualité, une fierté de la gestion d'une part, une part de qualité à Souka Saini, gouverneur nouvellement élu. Je pense, dans la continuité, la consolidation des acquis, cette œuvre mérite beaucoup de respect. Cette œuvre, c'est l'œuvre qui va faire parler de Kolwezi. Et ce n'est pas seulement ça. Laissez-moi vous dire que dans la deuxième partie, je vais vous présenter l'évolution de travaux, n'est-ce pas, de l'aéroport international de Kolwezi. Et pour finir, la province douanière du Katanga a participé à la Journée internationale du travail célébrée le 1er mai de chaque année, une journée significative pour les travailleurs du monde et de la DGDA en particulier. C'est à la place de la Poste que s'est déroulée la célébration de la Journée internationale du travail avec comme thème paix et sécurité, gage de promotion de l'emploi. Les agents et cadres de la Direction générale du douanier Axis du Katanga ont préparé cette journée de lutte pour le droit des travailleurs par l'amélioration des conditions de vie des travailleurs ainsi que la paix et la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Après le message du président de l'intersyndicale du Katanga en rapport avec la journée du 1er mai, les agents et cadres de la DGDA se sont réunis pour un moment de convivialité. Irung Kabal, vice-président de la délégation syndicale de la DGDA Katanga,
salue la journée. Le message fort, c'est les relations entre employeurs et employés. Et cette journée symbolise le cahier de charges des salariés, la masse laborieuse, par rapport aux obligations et devoirs réciproques que nous avons entre eux. C'est-à-dire nous tenons à tout prix que l'employeur puisse améliorer les conditions de travail et les conditions sociales surtout. La journée internationale du travail, une opportunité pour les travailleurs avec comme soubassement un cahier de charges comportant plusieurs recommandations. Place au rappel des titres à présent. Processus électoral en République démocratique du Congo, des réactions ne cessent de tomber. Les derniers cas en date est celui de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections, CIMOCEL, qui présente un tableau très inquiétant de la rectification des erreurs matérielles. 10 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan provisoire d'une attaque rebelle ce vendredi au quartier Lac-Vert à Goma au Nord Kivu. À l'Équateur, les violons ne s'accordent toujours pas et la crise politique s'envenime alors qu'une frange composée de 9 députés provinciaux accuse les VPM à l'intérieur Peter Kazadi, l'actuel gouverneur Bobo Boloko, et la Commission électorale nationale indépendante de prendre en otage les élections. L'autre groupe, composé de 12 députés, a installé les bureaux définitifs ce vendredi. Selon les calendriers de la CENI, les élections des gouverneurs et sénateurs auront lieu le 7 mai prochain dans cette province. L'humanité célèbre ce 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Cette journée constitue une occasion pour les hommes des médias de réfléchir sur cette question qui reste une préoccupation majeure. Ainsi s'achève complètement ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La famille Feli Okoko, Oleko Wemba, Okanju Mitterrand, Ate Okanju, Chulungu Okanju et les familles Ulungu, Okitaonia, Waema, la grande famille Bakongola et les membres de l'UNC à Kinshasa annonce à tous les ressortissants de la cité de Kindu vivant à Kinshasa, à tous les amis et connaissances vivant à Londres, à Bruxelles, Paris et à Rotterdam, la mort de leur mère, tante, grand-mère, Angelani Aloka, Marie-Françoise. Décès survenu à Kinshasa ce lundi 29 avril 2024 à 20h30 à HJ Hospital. Le programme des obsèques se présente comme suite: samedi 4 mai 2024, veillée mortuaire au centre Ave Maria, à côté de l'hôpital du Cinquantenaire, 19h juste, début de la cérémonie, 20h30, prière d'exhortation, 21h30, musique traditionnelle, 23h30, témoignage, 0h30, suite du programme et communiqué. Dimanche 5 mai 2024, 8h juste, arrivée de la famille à la morgue du Cinquantenaire, 8h30, levée du corps pour le centre Ave Maria, 9h30, messe d'action de grâce par le prêtre du diocèse de Kindu, de 10h30 à 11h juste, oraison funèbre et mots de la famille, de 10h juste à 11h30, dépôt de gerbes de fleurs, 11h30, départ pour le cimetière nécropole de l'éternité, 15h juste, bain de consolation au centre Ave Maria. La famille Okanju vous remercie. Voici le ticket gagnant de Fifi Masuka dans le Maniema. Omana Bitika Pascal est le candidat sénateur le mieux élu de cette province aux dernières élections, couplé sénateur et gouverneur pour le compte du regroupement politique A24. Devant vous, il y a un jeune politique et un jeune qui fait la politique réelle.
Bitika, honorable président, honorable député et chers collègues, et surtout là je m'adresse aux députés de l'Union sacrée de la Nation ici dans la salle. Bitika, c'est le seul élu du régime qui s'est dit dans la ville de Kindu. Très adulé par la population de Maniema, l'actuel ministre d'État, ministre du Plan intérimaire et vice-ministre du Plan a un parcours professionnel élogieux. Le haut représentant de la plateforme politique de Fifi Masuka Saini a fait ses preuves en tant que coordonnateur national adjoint SEMIA au ministère des Affaires sociales, coordonnateur de la campagne électorale du candidat président de la République Emmanuel Ramazani Shadari Moulanda à Kindu en 2018, ministre provincial des Finances, Économie et Action humanitaire du Maniema, ex-gouverneur à l'intérim de la province du Maniema au jour des élections de 2018. Le président du conseil d'administration de la société coopérative Sokomiak, une société minière qui exploite le cuivre, l'or, le cobalt, la cassiterite et le coltan dans l'espace Maniema, au sud Kivu et au Lualaba. L'ancien représentant du regroupement politique ADRP dans le bureau politique de l'Union sacrée de la Nation et ancien secrétaire général adjoint chargé des politiques et stratégiques du mouvement social pour le renouveau MSR se présente actuellement comme le véritable combattant de Félix Tshisekedi sur terrain. Donc, voté numéro 20 Nanko. Bitika témoin, donc voté numéro 20 Nanko. Le leader de Kindu dans le Maniema vient de confirmer une fois de plus sa notoriété et sa personnalité avec les élections des sénateurs. Appelé affectueusement Béton Junior dans sa province, Omana Bitika Pascal reste ouvert pour servir la nation congolaise aux côtés du président de la République Félix Tshisekedi